Donc bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième épisode de Tribune 23. Je suis Timothée Gerber-Fleury et aujourd'hui, comme d'habitude, je suis rejoint par Frédéric Robert de Molèze. Et pour ce deuxième épisode de Tribune 23, nous allons parler des uniformes sportifs dans le sport américain, à travers notamment leur histoire, les tendances, mais aussi nos préférences personnelles. Et nous allons plus tard être rejoints par Frédéric, si tu veux bien redonner le nom de notre invité. Benoît Dujardin. Benoît Dujardin, expert marketing, notamment en basketball, en Pro A. Donc voilà, pour se lancer directement dans le sujet, je vais revenir un petit peu très rapidement. Je vais essayer de faire plus court que le mois dernier où je m'étais étendu en long, en large et en travers sur le sport à Houston. Aujourd'hui, un petit retour historique sur les uniformes sportifs et d'où ils viennent et comment ils ont évolué depuis le 19e siècle. Le sport collectif existe depuis la nuit des temps. Depuis la Grèce antique, on peut retrouver des traces de différents sports collectifs. Les Jeux Olympiques grecs étaient considérés comme des événements sports collectifs, malgré le fait qu'ils soient disputés, ce soit des sports individuels, mais ils étaient disputés en équipe, donc on peut considérer ça comme un sport collectif. Mais après, par exemple, les premiers sports collectifs dont on retrouve une trace historique sont le polo, notamment dans les steppes asiatiques, et aussi un autre qui nous intéresse un peu plus, le lacrosse. On retrouve des traces dès avant Jésus-Christ. Les tribus amérindiennes de la côte est des États-Unis et du Canada disputaient déjà des matchs de lacrosse qui se disputaient entre villages et entre tribus, et incorporaient souvent plus d'une centaine de joueurs. Donc, est-ce qu'à ce niveau-là déjà, on va dire antique du sport collectif, y avait-il des uniformes? On peut s'en douter si les deux équipes qui s'affrontaient faisaient partie de villages différents. On peut imaginer des tenues traditionnelles différentes, pas forcément des uniformes à proprement parler, mais des marquages corporels différents pour chacune des tribus. Le premier sport collectif organisé, de ce que j'ai pu retrouver dans mes recherches, serait le cricket. Qui se disputait déjà au Moyen-Âge et dont la première ligue a été créée au XVIe siècle en Grande-Bretagne. Les individus qui participaient au match de cricket portaient la plupart du temps leurs habits de ville et la première trace qu'on retrouve écrite d'uniforme date de 1793 quand un historien dont j'ai oublié le nom, ce qui fait pas très professionnel, marquait que la plupart des joueurs portaient des habits blancs qu'on retrouve toujours à l'heure actuelle dans la pratique du cricket où la plupart des joueurs portent des vêtements blancs avec des traces de couleurs ici et là pour marquer une légère différence. Mais quelque chose que j'ai envie de pointer, c'est que dans un sport comme le cricket, on n'a pas forcément besoin d'identifier les joueurs au premier abord, puisque c'est un joueur où la plupart de l'équipe reste sur le banc, comme le baseball, et que c'est un batteur qui affronte le reste de la défense à un instant T. Et donc la distinction visuelle entre les joueurs n'est pas spécialement un prérequis, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, les joueurs jouent en blanc, et quand le jeu de cricket est transposé aux États-Unis, et qui deviendra plus tard son évolution deviendra le baseball, on garde cet aspect où les joueurs s'habillent en blanc. Encore à l'heure actuelle, dans toutes les équipes de Major League, l'uniforme de domicile est un uniforme blanc, avec un marquage de couleur et un logo spécifique pour chaque équipe, mais toutes les équipes gardent un uniforme blanc. Donc on retrouve cette trace que le cricket a, où l'uniforme est blanc, et donc sa transposition historique, le baseball, garde cet uniforme blanc. Pour les autres sports maintenant, comme par exemple, je pense notamment au football américain. Football américain, maintenant, les uniformes sont très variés, des couleurs chatoyantes et qui permettent à la fois de distinguer les joueurs les uns des autres, mais aussi donnent l'identité culturelle de la ville ou de l'équipe à laquelle l'uniforme appartient. Comment peut-on retrouver les traces historiques de ces uniformes? D'où vient le football américain? Le football américain, c'est une évolution du rugby et du soccer qui se pratiquaient en Grande-Bretagne. Et ces deux sports, le soccer et le rugby, ces deux sports se pratiquaient à l'école.
notamment dans la ville de Rugby, d'où vient le rugby, où deux collèges s'affrontaient dans un match qui ressemblait plutôt à ce que nous on connaît comme étant la Sioule, en fait, une espèce de chacun pour soi, et il y a un ballon au milieu, il faut le faire arriver de l'autre côté, et tout sont permis. Eh bien, ces deux écoles portaient leurs uniformes scolaires, qui est une pratique culturelle prédominante en Grande-Bretagne, où chaque école a son uniforme. Donc c'est à ce moment-là, cela permettait de se distinguer. Quand le jeu de football est arrivé aux États-Unis, le premier match organisé de football est un match de football universitaire entre l'université de Princeton, qui était à l'époque le College of New Jersey, et l'université Rutgers, donc tous les deux universités du New Jersey, qui pendant ce match-là ont porté ce qui était leurs uniformes aussi, puisque ces deux écoles portaient des uniformes et des uniformes scolaires donc. Et plus tard dans l'histoire, notamment les universités de la Ivy League avaient, j'ai pas de visuel, c'est dommage, j'aurais dû en sortir, avaient ce qu'ils appelaient des Ivy League sweaters, des pulls de la Ivy League, qui étaient un pull de la couleur de l'école, marqué de la lettre principale de l'école. Donc Princeton était en jaune avec un P noir, Yale était en bleu avec un Y blanc au milieu de la poitrine, et ça c'est des pulls que plus tard non, Rutgers c'est dans l'état du New Jersey, à vérifier. Ça c'est des pulls que plus tard les joueurs vont porter sur le terrain pour se distinguer les uns des autres. Il en va de même pour le hockey sur glace, qui est pareil, ça par contre c'était au Canada, qui dérivé pareil d'un sport universitaire où les joueurs portaient leurs uniformes et pareil, donc vont se mettre à porter des pulls, notamment, bon là c'est une histoire de climat aussi, pareil marqué aux couleurs de l'école. Je ne suis pas trop attardé sur le basket parce que je sais que tu veux en parler. Donc voilà, c'est intéressant de voir d'où ça vient, et puis bon, au fur et à mesure de l'histoire, avant d'être une pratique culturelle et après avoir été une pratique culturelle et un petit peu une espèce de lignage, en fait, on porte ce qu'on peut porter pour se distinguer. L'accent va être mis sur vraiment comment exprimer l'identité de l'équipe. Qu'est-ce qui va déjà aussi attirer le public, voilà, qu'est-ce que le public attend, des couleurs chatoyantes ou plutôt voilà un marquage culturel plus marqué. Et plus tard, maintenant de nos jours, c'est un petit peu comment on va réussir à sortir des maillots qui sont beaux et qui attirent les gens pour en vendre le maximum. Donc il y a une tendance que j'aimerais pointer, c'était dans les années 70. Toutes les équipes de la Major League, pour une raison un peu bizarre, se sont mis à sortir des uniformes bleu clair. Et alors qu'il y a cette distinction entre l'uniforme à la maison qui est blanc et l'uniforme à l'extérieur qui est gris, les équipes de la Major League se sont mis à sortir ces uniformes, ce qu'ils appellent powder blue. Et toutes les équipes s'y sont mises. Alors là, on a Seattle, il y avait Saint-Louis a fait la même chose, Seattle c'était pareil, après il y a Milwaukee, Kansas City, même les White Sox de Chicago se sont mis à en faire, et donc c'est une des premières tendances en termes d'uniforme. Après on connaît la NBA dans les années 90 qui était le fruit de tous les meilleurs maillots de basket de l'histoire de la NBA, et maintenant de nos jours, voilà, il y a eu j'avais l'impression en 2015, 2016, 2014, il y avait un espèce de retour aux sources, on voulait refaire des uniformes un peu rétro, alors que maintenant j'ai plutôt l'impression qu'on est parti vraiment dans du design moderne et de la création graphique contemporaine. Du coup, je rebondis vite fait sur ce que tu viens de dire à l'instant. C'est important qu'il y ait Max qui regarde de live pour le magazine, le Closet Magazine, parce que je sais qu'il est proche de Michel Ennès, que j'ai bien compris. Et c'est vrai qu'il y a deux tendances actuellement dans les maillots de basket, mais ça on aura le temps d'y revenir. C'est la tendance qu'essaye d'impulser Nike depuis qu'il a repris le business en essayant de
de moderniser les uniformes. Et il y a ce que fait Michel Henness en ressortant les maillots rétro et qui sont, pour moi, c'est certainement les plus beaux. On aura le temps d'en parler puisqu'on va faire un petit top de ce qu'on n'a pas aimé, de ce qu'on a aimé. Et dans le temps, on va retrouver de mon côté pas mal de maillots des années 70 justement de baseball qui pour moi était la pire époque de tous les temps, tout sport confondu. Je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé là. Donc du coup, est-ce que tu veux faire un petit point? Est-ce que tu as encore des choses à dire au niveau de l'histoire sport par sport? Parce que par exemple quand tu disais la tenue blanche, la naissance de la tenue blanche au baseball, après comment ça se fait que par exemple dans les sports comme le hockey sur glace et le foot américain, on a préféré avoir une tenue sombre, comme tu l'as dit, par rapport avec les images, enfin les couleurs de l'école, les couleurs de la ville. Comment ça se fait que au basket et moins au basket non, parce que Nike a révolutionné un petit peu. Est-ce que tu sais comment ça se fait qu'au basket et au baseball on a décidé d'adopter ça, le blanc à domicile et les couleurs de la ville à l'extérieur, et alors qu'au football américain et au hockey c'est l'inverse, c'est tenue sombre à domicile et tenue claire à l'extérieur? Est-ce que tu as pu connaître? Je sais pas, non, je me suis pas vraiment intéressé à ce point-là. Tout ce qu'on peut faire, c'est spéculer. Moi, je pense que c'est... après, vu que la Major League, c'est la première ligue professionnelle américaine. Et donc, je pense que c'est un petit peu eux qui ont dû mettre qui ont dû poser leur marque, tu vois, sur, notamment, on va dire, sur le basket. Donc voilà, vu que l'uniforme blanc était l'uniforme à domicile en baseball, peut-être que les autres ligues se sont dit qu'ils allaient faire la même chose. Et après, justement, intervertir les choses plus tard en NHL et en NFL pour justement se démarquer de ça. À noter que en NFL, les Dallas Cowboys ont décidé de faire totalement l'inverse. C'est-à-dire que eux, si vous regardez leur match, ils jouent quasiment tout le temps en blanc. Ils jouent en domicile, ils jouent en blanc à l'extérieur, sauf les rares fois où l'équipe qui accueille accepte de changer pour un maillot spécial, souvent un maillot, et dans ces cas-là, ils jouent avec le maillot bleu et l'étoile sur le côté. Ouais, vas-y. Je pense en NHL aussi c'est la distinction, c'est à la préférence de l'équipe. Ils sont pas obligés d'être en noir, en sombre chez eux. C'est juste parce que généralement le maillot sombre est celui sur lequel il y a le plus de travail et le plus de c'est le plus marquant graphiquement. Donc c'est pour ça que ils préfèrent porter ces maillots-là à domicile justement pour booster un peu les ventes. Ça me permet une question pour les gens qui regardent là en live. Dites-nous dans les commentaires si vous, en règle générale, vous êtes plutôt maillot blanc, maillot clair, ou plutôt maillot sombre. Si vous devez faire le choix quand vous décidez de maillot, est-ce que je dis n'importe quoi? Par exemple, vous êtes fan des Celtics, est-ce que vous allez acheter plutôt le blanc, ou est-ce que c'est plutôt le vert, ou est-ce que c'est plutôt au feeling, à la couleur, à la réalisation du maillot, ou est-ce que plutôt vous êtes vous dites moi je préfère les maillots domicile que les maillots extérieurs, ou inversement? Dites-nous ça en commentaire, on pourra toujours rebondir dessus. Après, il y a aussi cette histoire en termes de préférence, il y a aussi cette histoire des moments marquants, en fait, de l'histoire de l'équipe, et tu gardes un petit peu cet aspect visuel. Par exemple, le maillot des Bulls, c'est le maillot rouge. C'est pas le maillot blanc. C'est parce que c'est dans le maillot rouge où il y a toutes les photos de Michael qui gagne tous ses matchs. C'est parce qu'il portait ce maillot-là ça a été symbolique, en fait. Donc notre esprit est marqué aussi par les instants historiques clés, quoi. Dans les commentaires, il y a Benoît qui nous dit qu'il préfère acheter les deux. Au moins, il a raison. Après, il y a Oubdiari qui fait qui relève quelque chose d'important. C'est vrai que il y a toujours une équipe claire qui joue face à une équipe sombre. Effectivement, c'est par rapport à la télévision, c'est aussi par rapport au spectateur live, parce que si tout le monde de la même couleur ou couleur sombre, c'est vrai qu'on va pas s'y trouver, quoi. Je prends la couleur. Et c'est pour ça qu'en baseball et en cricket, c'est pas si important. C'est parce qu'il y a généralement 15 joueurs de l'équipe adverse sur le terrain face au reste de l'équipe. Donc il n'y a pas vraiment besoin d'avoir cette très forte distinction de couleurs. C'est pour ça qu'en baseball, je disais, les maillots, la distinction des maillots domicile et extérieur, c'est en blanc ou en gris. Maintenant il y a tous les uniformes de couleurs qui viennent aussi. Le maillot vert des Oakland Athletics ou le maillot rouge des Philadelphia Phillies. Voilà. C'est aussi parce qu'il y a une demande du côté du public d'avoir de la diversité au niveau des maillots.
Donc du coup, en commentaire, vous avez l'air de plutôt préférer les maillots aux couleurs directement de l'équipe. Donc par exemple, vous achèteriez le vert des Celtics et le rouge des Bulls. Je pense que je vous suis là-dessus. On enchaîne sur nos tops. On commence là-dessus. Ou tu veux peut-être interviewer Benoît d'abord? Si tu veux, on va interviewer Benoît. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Benoît, et après je te reprends après, comme ça on pourra le... Voilà. Donc du coup, tac, pour Benoît, hop, on va demander à Benoît de se connecter. Alors là, vous allez voir un sacré expert et quelqu'un qui manie très bien les médias. Vous allez voir, il est très à l'aise face à la caméra. Et en plus, il est beau garçon. C'est monsieur Benoît Dujardin. Parlez. Benoît qui est équipé avec sa casquette Pro Bowlers. C'est l'instant promo. Ouais, je fais la pub. Il y a que le logo, mais c'est Pro Bowlers. Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas encore, allez de suite télécharger l'application Pro Bowlers. Est-ce que tu peux, je pense qu'il y a que toi qui peux en parler mieux que moi. Il y a Valentin qui a rejoint la vidéo, c'est l'occasion de lui dire bonjour aussi. C'est à toi Benoît, explique-nous ce qu'est Pro Bowlers avant qu'on parle un petit peu plus des maillots. Ouais, on va parler rapidement des maillots parce que je suis pas venu là pour faire ma pub. Pro Bowlers, J'y tiens. c'est une application qui permet aux fans de basket de suivre leurs joueurs favoris à travers le monde. Donc on télécharge l'application qui est gratuite, on fait une liste des joueurs qu'on aime bien, et à chaque fois que ces joueurs jouent un match, on reçoit des alertes qui nous disent un tel ou un tel a joué un match. Par exemple, pour toi, Evan Fournier a joué un match, il a marqué tant de points, au hasard totalement, son équipe a gagné ou pas, et puis ça simplifie la tâche en fait pour tous ces fans de basket comme moi par exemple, qui aiment des joueurs de l'équipe de France qui peuvent jouer à travers le monde, en Turquie, en Espagne, en Italie, en Russie, aux États-Unis. Voilà, on essaye de faire gagner du temps aux fans de basket. À noter que c'est très pratique, très ludique, parce qu'en fait, vous recevez des notifications comme des notifs Instagram. Et donc, du coup, moi, ça me permet tous les matins de savoir que Lauri Markkanen est pour moi un des rookies les plus sous-cotés parce que c'est un des joueurs que je suis. Et donc, du coup, en fait, si vous voulez, dans la notif, vous avez les stats de la nuit et vous n'êtes pas obligé d'aller de suite sur l'application, même si c'est mieux. Mais vous avez il se donne du mal, disons, et je pense que tout fan de basket doit avoir cette appli. Elle prend pas beaucoup de place. Et franchement, c'est un travail titanesque. Et je vous dis, en plus, là, comme le dit Benoît, vous avez tous les joueurs de la planète quasiment. Vous n'avez pas que la NBA, quoi. C'est ça, il y a toute la planète. Et tu sais que Lauri Markkanen est le joueur le plus jeune à avoir atteint la barre des 100 paniers à 3 points marqués en NBA. Ouais. J'ai vu ça sur Internet. Donc du coup, il y a le Closet Magazine qui dit que c'est une très bonne idée. Je vous laisserai vous rapprocher après. Avec plaisir. Oui, donc du coup, ouais, Pro Bowlers est une très bonne idée. Ça m'étonne pas que ça vienne de toi. Donc l'instant promo, il est fait, à moins qu'il y ait un petit message à passer sur. Non, vas-y. Non. Donc du coup, on va parler des maillots. Donc tu as été récemment interviewé par le magazine L'Équipe. J'espère que tout le monde l'a vu. Si vous l'avez pas vu, c'est facilement trouvable parce que ça a eu pas mal d'écho dans les médias spécialisés. Et notamment, on t'a interrogé sur la différence qu'il y a entre les maillots de Pro A et les maillots de NBA. Comment ça se fait que on se retrouve avec des maillots Cochonou, Super U, Guirlande, Sapin de Noël en Pro A, et alors que là maintenant c'est l'année où j'avais pour en parler avec l'intégration des publicités en NBA. J'en parlais justement hier dans le live qui annonçait l'émission de ce soir. Je prends l'exemple de Boston qui a fait le choix certainement de mettre de faire une croix sur une offre quantitativement supérieure en termes de sponsoring pour prendre un sponsor qui est visuellement adapté et qui passe pour un simple patch comme une inauguration. Bon, après, comme je disais aussi également, il y a des ratés comme Harley Davidson avec Milwaukee Bucks qui ne rappellent pas du tout les couleurs de l'équipe. Mais comment on arrive à avoir cette différence d'un modèle à l'autre et quelle est ta perspective d'avenir pour ceux qui n'ont pas lu l'article? Alors, c'est compliqué parce que ce qu'on peut constater quand même avec l'arrivée des sponsors en NBA, c'est que visiblement, le rapprochement qui devait se faire un jour entre les maillots Pro A et les maillots NBA se fait pas par bon bout, parce que c'est par l'arrivée de la pub sur les maillots NBA. Et j'ai amené quand même un peu de matériel, hein, parce qu'on parle de maillots. Donc voilà, là, quand on voit un maillot comme ça, on sait tout de suite de quoi on parle. On a une référence, notamment dans le logo, à San Francisco. Et puis, on peut voir celui qui a battu aisément LeBron James cette nuit. Une petite dédicace aux fans de LeBron James. Et effectivement, on se retrouve en France avec une logique bien différente. J'ai l'habitude de dire que
le sport professionnel en France comme en Europe n'est que, pour moi, semi-professionnel. Semi-professionnel parce que sur le terrain, au niveau des joueurs, des entraîneurs, du staff médical, de tous les gens qui sont consacrés aux sportifs, on est vraiment bien équipé, et c'est valable ça dans tous les sports, pas que dans le basket. Mais souvent, dans la partie extérieure, on a des postes administratifs parce que c'est indispensable pour faire fonctionner les entreprises. Mais sur toutes les parties marketing et communication, les clubs sont peu staffés, et donc c'est des sujets qu'on aborde peu. Moi, j'ai été confronté à ça en premier lieu à Poitiers. Donc j'ai été pendant 7 ans responsable de la com. Et quand je suis arrivé à Poitiers, le maillot, c'était ça. Voilà. Donc vous voyez un maillot où le principal espace du maillot est réservé au Crédit Mutuel. C'est un placard le plus voyant possible pour le Crédit Mutuel, mais qui n'apporte rien du tout à la visibilité du club. Le nom du club était marqué de façon un peu brouillonne. Et puis on avait, c'était de la Nationale 1 à l'époque, donc il y avait pas les règles qu'il y a en Pro A. On avait une quantité de sponsors incroyable. Alors au cours des années, ça a évolué petitement, on va dire, parce que voilà, la saison suivante. Alors ce qui est bien, c'est que c'est des maillots qui vieillissent très bien, hein, parce que le sponsor plaqué devient tout dégueulasse, et encore une fois, voilà, je pense que c'est pas ni à l'intérêt de l'équipe, ni à l'intérêt de la marque. Ce que j'ai essayé de faire moi à Poitiers, et ce que je racontais dans le journal de l'équipe, c'est que on a essayé de faire comprendre aux partenaires qu'ils avaient tout intérêt à faire de l'association d'image avec le club, c'est-à-dire que les clubs ont de toute façon besoin de l'affichage partenaire maillot, puisque c'est comme ça dans la culture européenne. À mon avis, la principale raison qui fait que c'est comme ça, c'est qu'on a beaucoup moins de visibilité que les sports américains, beaucoup moins de gens qui regardent à la télé, donc beaucoup moins de revenus publicitaires par ailleurs. Donc ce qu'il faut vendre, selon les clubs en France, c'est forcément beaucoup de visibilité sur le maillot. Ce qu'on a essayé de faire à Poitiers, c'est de faire ça plus intelligemment que ce qui était fait par le passé. Donc je vous remontre pas les choses un peu immondes que je viens de vous montrer. Et on a essayé de faire comprendre aux partenaires que voilà, il y avait tout intérêt à faire une association d'image. Et j'ai pas de maillot, mais je vais vous montrer à travers des trading cards qu'on a créés à l'époque. Vous voyez la différence entre le maillot d'Evan Fournier, où on ne voyait pas que c'était le club de Poitiers puisque la place était principalement laissée à un sponsor, et le maillot de Tony Dobbins qui est maintenant au Boston Celtics, hein, pour ceux qui suivent un peu, où là on voit bien que c'est Poitiers, et le sponsor Crédit Mutuel est toujours présent, mais il est présent en couleur du club. C'est un peu ce qui se fait dans les meilleures associations d'images en NBA, comme tu le disais pour Boston ou pour certaines autres équipes qui ont fait de bons choix, et malheureusement c'est ce qu'on ne trouve pas sur certains maillots comme les Bucks, où effectivement on commence à avoir des pâtés dégueulasses qui vont vraiment, à mon avis, à l'encontre du cœur et de l'âme du sport américain. Enfin, moi, je suis très choqué par l'arrivée des publicités sur les maillots NBA. Je comprends que c'est une histoire de gros sous, mais je pense que la Ligue prend un énorme risque en termes d'image et en termes de ce côté mythique, légendaire des maillots, et faire venir une marque Harley-Davidson, une marque de moto sur des maillots NBA, je vois pas le rapport. Ils auraient fait ça à la limite pour des fondations, des choses comme ça, j'aurais pu comprendre. Là, c'est vraiment une lutte pour l'argent, et donc c'est un peu dommage. Alors pour revenir sur la Pro A, excuse-moi d'être un peu bavard, mais j'essaye de couvrir le sujet. Ce qui a évolué depuis quelques années, avant que je me mêle un peu du sujet à mon petit niveau, il y avait déjà une charte graphique qui avait été créée par la société Sport Plus Conseil qui conseillait les ligues à l'époque. Et la charte graphique, ça permettait de limiter le nombre d'espaces partenaires sur les maillots. Je vous ai montré tout à l'heure un maillot de National 1, donc qui n'était pas soumis à l'époque à la même charte graphique. Et le but des dirigeants, c'était vraiment de mettre le plus de logos possible un peu partout, comme ce qu'on voit sur des maillots de rugby de division inférieure, un peu moindre, et où effectivement il y a des logos partout. C'est absolument horrible. Donc il y a eu une première démarche de Sport Plus Conseil de dire on va limiter les espaces, et ils sont allés jusqu'à un cahier des charges très strict où ça se compte en centimètres carrés, l'espace à tel endroit sur la poitrine, à tel endroit sur l'autre épaule, quel type de partenaire vous avez le droit de mettre, quelle place réservée à l'équipementier. Toutes ces informations-là étaient prises en compte par Sport Plus Conseil, et ça a permis une évolution des maillots. Et là où on est intervenu au niveau de Poitiers, c'est que nous, on avait fait le travail de la bichromie. Donc, c'est-à-dire, notre maillot est de 2 couleurs. Il est bleu à l'extérieur, blanc à domicile. Et ce qu'on rajoute par-dessus, c'est soit la couleur bleue quand on est à domicile, donc du bleu sur du blanc, soit la couleur blanche quand on est à l'extérieur, du blanc sur du bleu. Donc, vous voyez là 2 maillots de Poitiers.
domicile et extérieur avec Tony Devitz. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup travaillé. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est juste qu'un soir, on avait travaillé sur les maillots, on avait travaillé sur le tour de terrain aussi, les pubs autour du terrain qui sont souvent de toutes les couleurs avec le numéro du plombier du coin. Enfin, vraiment, il n'y a aucun intérêt. On avait travaillé sur un habillage qu'on a appelé Roland Garros pour que ça parle à nos supporters. Et toute la salle était donc comme à Roland Garros, aux couleurs de l'événement. Et un soir, je me suis rendu compte que merde, toute notre salle est prête. Nos maillots sont d'une couleur pas trop envahie par les logos des partenaires. Et ce qui manque, c'était le nom de la ville sur le maillot. Et dans les matchs du championnat de France, on pouvait regarder un match Gravelines contre Le Mans et pas savoir qui joue contre qui, sauf si on est expert de basket. Et donc ce soir-là, j'ai pris mon mail et puis sans demander rien à personne, j'ai écrit directement au président de la Ligue nationale de basket, Alain Béral, qui est souvent critiqué par ailleurs, mais qui a aussi la capacité d'écouter, d'entendre et de changer d'avis sur certains sujets. Et je lui ai expliqué la démarche du PV86 et je lui ai dit on aimerait bien mettre nos noms sur les maillots. Il nous a accordé une première année en test, donc c'était cette fameuse année-là avec le Poitiers. Et c'est devenu la nouvelle norme, donc la charte graphique des maillots français a évolué. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des maillots qui sont quand même plus jolis qu'avant. Regardez là, c'est l'élan Chalon. Alors, ce que vous avez, j'ai peut-être raté le moment où vous en parliez, mais la logique aux États-Unis et je pense que c'est la même qu'il faut adopter en France. C'est quand on joue à l'extérieur, si on est Milwaukee par exemple, quand on joue à l'extérieur, il y a marqué Milwaukee sur le maillot. Quand on joue à domicile, comme les gens savent que c'est nous, il y a marqué Bucks sur le maillot. Et là, c'est ce que fait très bien l'élan Chalon avec son maillot domicile. Et il y a juste besoin de marquer élan et on sait qui c'est. Donc ça, c'était pour vous montrer. Regardez, c'est un maillot qui est quand même plutôt joli. Il y a toujours un problème de partenaires multicolores en haut. Mais globalement, c'est un design. Bon, on peut contester, on peut aimer pour des histoires de goût et de couleur, mais c'est beaucoup plus évolué que les gros cartons que je vous montrais tout à l'heure. Mais il reste malheureusement, alors ça c'est le maillot de cette année, Roméo Travis du Mans. Il reste, donc là vous voyez qu'il y a un effort de design sur le maillot, il y a un effort sur les couleurs. Mais voilà, il y a toujours cette problématique de bichromie et de impossibilité parfois de négocier avec les partenaires et de leur faire comprendre qu'il faut faire de l'association d'images et pas du placardage sur les maillots. Du coup, ça tombe parfaitement parce que c'était la deuxième question que j'avais envie de te poser. Toi qui as été des deux côtés du terrain, qui travaille aussi bien avec les sponsors qu'avec les têtes pensantes des clubs, est-ce que tu trouves que ce qui est le plus dur à changer, c'est la mentalité des sponsors qui doivent accepter d'avoir peut-être une place un peu plus réduite et changer éventuellement un code couleur ou de choisir un autre produit parce que finalement il n'y a pas que le maillot pour s'afficher. Moi je le vois avec le club de hockey, on propose maintenant beaucoup plus de choses, des expériences VIP, on peut proposer de l'affichage ailleurs, on peut connaître des événements au nom comme toi tu l'as fait avec KFC et Le Mans par exemple, tu auras l'occasion d'en parler. Est-ce que donc du coup c'est plutôt les annonceurs, les entreprises qui ont du mal à changer cette mentalité ou tout simplement ça vient des têtes pensantes des clubs qui n'en ont strictement rien à foutre, ne voient pas cet intérêt de prendre du temps et pour eux c'est juste un espace à remplir, ça fait 5 000 € ou 50 000 € de prix pour la saison. J'aimerais savoir ton avis là-dessus. Alors, ce qui est important, c'est de pas mettre tout le monde dans le même panier. Bon, c'est l'occasion de le dire pour le basket. Tous les clubs ne sont pas au même degré d'évolution et de structuration. Et on a des clubs, alors je vais pas citer ceux qui sont moins structurés parce que ce serait méchant pour eux, mais ceux qui sont plus structurés comme Le Mans, je viens de montrer leur maillot, comme Bourg-en-Bresse, même si c'est pas forcément le plus gros budget, comme Gravelines, comme Villeurbanne. Ces clubs-là ont compris l'intérêt d'avoir un beau maillot. On parfois, donc, on peut pas dire que c'est qu'ils s'en foutent, comme tu disais, qu'ils essaient de récupérer quelques milliers d'euros en plus. Ça, on peut le dire pour certains clubs de niveau moindre, qui, comme la logique globale, c'est de se dire on va tout mettre sur l'équipe, on va juste prendre un salarié pour gérer l'administratif, et le reste, plouf plouf, on fera comme on peut. Et donc, s'il y a quelqu'un qui vient et qui dit moi je vais mettre un énorme logo et puis je vous file 5 000 € de plus, on prend les 5 000 € de plus. Sachant que sur un budget de 2 millions d'euros, en fait, 5 000 € c'est rien. Mais on se dit ouais, mais si je refuse, je pourrais pas faire ci, pas faire ça. Et souvent, donc, il y a des choix qui sont très court-termistes. On vise que du court terme au lieu de se dire qu'est-ce qu'on pourrait construire sur la durée. Donc ça, c'est pour les clubs de niveau moindre. Et dans ces cas-là, je pense que la responsabilité est plutôt du côté du club, qui n'a pas de projet de structuration, n'a pas de salarié qui a le temps de se préoccuper de ces problèmes-là. Et donc le salarié, il prend le sponsor, il demande souvent à l'imprimeur de faire le graphisme du maillot sans même s'y intéresser. Et donc voilà. Je jette pas là-dessus, faut pas jeter non plus
faut pas jeter toute la critique sur le salarié en question, puisqu'en général, il est tout seul à devoir faire tourner la maison. Donc c'est plutôt aux dirigeants du club de se dire, écoutez les gars, c'est bien sympa de tout mettre l'argent pour se maintenir en Pro A, mais s'il n'y a pas de projet de développement, si vous vous intéressez pas à un public, vous n'avez pas de valeur. Et ça, c'est difficile parfois à comprendre. Après, quand on se retrouve dans des gros clubs, souvent il y a l'envie, et souvent là, on se retrouve plutôt du côté des sponsors qui ne souhaitent pas qu'on altère leur logo. Alors moi j'ai eu le cas à Poitiers de façon très très concrète, puisque le sponsor à l'époque qui ne voulait pas changer son logo est devenu président du club. Et bizarrement je ne suis plus au PBX 86. Donc mais je le vis parfaitement bien. Mais donc vous voyez que ça peut être des choses qui touchent beaucoup et ça relève de l'irrationnel pour moi. C'est-à-dire que le partenaire un bon logo, vous pouvez demander à tous les créateurs de logos du monde, un bon logo doit pouvoir être déclinable en une seule couleur. C'est-à-dire que si on vous dit j'ai un panneau noir pour un défilé Chanel et vous allez avoir votre logo ici, le partenaire doit être capable de mettre son logo en blanc à côté du logo Chanel en blanc. C'est pareil pour tous les types de photocalls que vous pouvez imaginer. Donc un vrai bon logo est capable de passer en monochromie sans aucun problème. J'ai pas vu de partenaires aujourd'hui, partenaires majeurs qui sont prêts à mettre 50 000 € sur un maillot de championnat de France qui n'est pas un logo capable de passer en une seule couleur. Par contre, souvent, donc il n'y a pas de problème technique. Il n'y a pas de problème, on va dire, économique, puisqu'il y a plus de valeur à faire de l'association d'images et à demander au club de se bouger plus. Quand on a demandé au Crédit Mutuel d'abandonner son carton pas très esthétique sur les maillots, on s'est engagé à faire tout un tas de choses, dont ça, des trading cards, dont beaucoup de photos, beaucoup de vidéos sur le site internet. Et on a fait... on a renforcé le lien entre l'équipe et les spectateurs, et ce faisant, on a fait la promotion du Crédit Mutuel. Parce que le Crédit Mutuel était visible dans toutes les vidéos, les trading cards et tout ça. Dans d'autres clubs, ça n'existe pas, ces trading cards. Là, on avait les gamins qui s'échangeaient les cartes et qui vont garder longtemps une carte avec un Crédit Mutuel dessus. Donc on peut imaginer que la publicité va avoir une durée de vie beaucoup plus grande. On a fait aussi, je vous épargne tous les posters d'équipe et tout ça qu'on offre aux supporters. C'est un engagement de notre part pour dire, vous jouez le jeu, nous on joue le jeu, qu'il y aura beaucoup plus de visuels, qu'on distribuera aux gens et on verra votre logo dessus. Donc d'un point de vue économique, c'est beaucoup plus valable de suivre la proposition que je fais, puisqu'il y a plus de visibilité pour le partenaire. Mais le problème, c'est que c'est souvent irrationnel, et c'est des gens qui disent, c'est mon entreprise, j'ai envie qu'on voit mon logo en gros, parce que ça me rend fier, parce que je peux bomber du torse dans les tribunes, et c'est souvent des histoires locales, un tel qui a un petit baron local et qui veut montrer que son logo est plus gros que celui du voisin. On voit aussi des présidents de grands pays qui veulent montrer que leurs boutons atomiques sont plus gros que le bouton atomique du voisin. Ça relève des mêmes ressorts psychologiques qui sont à mon avis pas très positifs pour personne. Et donc voilà comment on se trouve avec dans des grands clubs l'incapacité de faire passer le message à un partenaire qui a un peu la tête dure, ou alors qui se cache derrière le fait que oui, mais vous savez, les responsables nationaux ne veulent pas, nous autorisent pas dans les bureaux à Paris à mettre le logo en bichromie. Ce que je suis en train de vous dire, sans vraiment mettre les pieds dedans, c'est qu'en fait, il n'y a aucune excuse à pas être en bichromie. On peut pas demander aux clubs français d'abandonner les partenaires sur le maillot, parce que ça reste une source de revenus assez importante. Un encart maillot varie entre 50 et 100 000 € pour un club. Sur un budget entre 2 et 4 millions, c'est quand même pas négligeable. Ça vous paye pas pour autant un joueur pour la saison, parce que un bon joueur en Pro A, c'est 100 000 € hors charge. Donc si vous rajoutez les charges, c'est plus près des 200 000 €. Donc en fait, ça représente une somme conséquente sans pour autant être une révolution pour le club. Aujourd'hui, les clubs ne peuvent pas s'en priver. Par contre, ne pas réussir à jouer le bras de fer avec le partenaire et lui expliquer que c'est intéressant pour tout le monde de faire une meilleure valorisation de l'image, c'est quand même vraiment dommage. Et puis ce qu'il faut savoir, on va en reparler un peu après, c'est que la vraie valeur pour le partenaire, c'est pas d'avoir son logo sur le maillot, c'est de faire des opérations d'activation de son partenariat. Du coup, j'ai une dernière question, parce que malheureusement, il faut qu'on va essayer de réduire le format, parce qu'après quand je upload sur YouTube, ça met des plombes. Donc déjà, moi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je me place du côté du fan, et j'ai l'impression que vive Pro Bowlers, j'ai l'impression qu'aussi les dirigeants de club oublient souvent que le maillot, c'est le premier objet qui véhicule l'image du club, et c'est le premier objet que réclament les fans. Alors je sais pas si en Pro A c'est pareil, je pense que ça va être peut-être plus l'écharpe que le maillot,
Mais je trouve ça dommage, par exemple dans l'exemple comme tu disais, d'accepter 5 000 euros de plus pour avoir un gros planard. C'est peut-être, si tu aurais pas pris ces 5 000 euros là, tu aurais eu un autre sponsor qui aurait mis cette somme là, mais les 5 000 euros tu les aurais écoulés en vendant peut-être plus de maillots, parce que les gens ils se disent, putain, j'ai pas envie de faire la pub au Crédit Mutuel par exemple. Donc je pense qu'il faut moins que ce qu'on est, mais ça c'est, on va vraiment rentrer dans le marketing, ça sera peut-être l'objet d'une autre émission. Là, moi, la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est peut-être un peu plus technique, je sais pas si tu as la réponse ou une esquisse de réponse. C'est dans les 4 grandes ligues américaines, que ce soit NHL, NFL, MLB et NBA, il y a un équipementier unique pour toutes les équipes de la ligue. Pourquoi? Et aussi, mais ça marche aussi pour le football, qui est pourtant le sport le plus populaire. Pourquoi en Europe il n'y a pas ça? Et pourquoi plutôt aux États-Unis il y a ça? Et pourquoi ça marche? Enfin, ton explication là-dessus? Bah, j'ai la réponse. Elle est très simple et un peu déprimante. Me dis pas l'argent. J'arrête là alors? Non. Non, en fait, vous le savez, le sport américain, on parle de franchise NBA, mais quand on parle d'une franchise NBA, c'est comme quand on parle d'une franchise de Quick ou de McDo. Ça veut juste dire que c'est les équipes appartiennent sont des entités indépendantes, mais quand même un peu dépendantes de l'entité globale NBA. Vous savez que pour avoir une équipe en NBA, il faut que le board des responsables, des dirigeants de chaque équipe accepte qu'on ajoute une nouvelle équipe, ou quand un propriétaire veut prendre la propriété d'une équipe, il faut qu'il soit adoubé par les autres membres du board. Donc aux États-Unis, c'est un sport totalement professionnel, avec des instances. La NBA, c'est une entreprise privée, donc elle fait ce qu'elle veut en gros. Et si on revient en France, on est sur des ligues qui fonctionnent avec des délégations, des fédérations. Alors, je vais vous la faire courte, mais le ministère du Sport donne l'autorisation à la Fédération française de basket de s'occuper du basket en France, qui donne l'autorisation à la Ligue nationale de basket de s'occuper du basket professionnel en France. Ça fait que la Ligue nationale de basket est une entité qui n'est pas tout à fait une entité privée et qui ne peut pas faire d'appel d'offres regroupant tous les clubs et ne peut pas imposer un équipementier. Donc là, il y a un problème. Beaucoup de gens critiquent la Ligue là-dessus. Il n'y a rien à critiquer sur la Ligue là-dessus. C'est juste les problématiques de droit en France et de constitution du sport en France et en Europe. Et donc, ça ne l'autorise pas. Alors moi, ce dont je rêve, c'est que les clubs eux-mêmes se réunissent entre eux, parce qu'un gentleman agreement, c'est tout à fait possible. Et ils auraient tout à gagner, à mon avis, à se réunir entre eux et à pouvoir peser auprès d'un équipementier. Parce que ce qu'il faut savoir, et je finirai là-dessus, quand on est dans un club, et je l'ai vécu pendant 7 ans, quand on est dans un club, c'est l'horreur pour voir avec Nike, pour avoir ses maillots. Il faut les commander 8 à 10 mois à l'avance. Vous allez donc commander des maillots, alors vous savez pas qui vous aurez dans l'équipe l'année d'après, donc vous savez pas la taille des maillots qu'il vous faut. C'est pareil pour les hoodies, pour les sous-vêtements, pour les polos et tout ça. Et c'est toujours un enfer total. Alors Nike vous envoie les maillots, il l'envoie souvent à une entreprise qu'il y a entre vous et Nike et qui s'occupe pour vous de faire le flocage, etc., etc. Bref, la production des maillots pour un club français, c'est une horreur. Donc là où pourrait y avoir beaucoup d'opportunités, en fait, aujourd'hui, il y a des blocages techniques, tout simplement. C'est une chose qu'il faut vraiment améliorer. Et le dernier point, quand même, je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit juste avant et qui est très important, c'est, tu l'as bien dit, les clubs ne pensent pas forcément suffisamment aux fans. Et l'un des problèmes du sport en France, et il n'y a pas que le basket, c'est qu'il n'est pas assez, comme on dit en anglais, customer-centric. Aujourd'hui, l'une des plus grandes entreprises du monde, c'est Amazon. Elle est obsédée, elle est customer-centric, elle est obsédée par l'expérience client et par faire que vous receviez vos commandes le plus rapidement possible, dans le meilleur état possible. Elle vérifie que tout se passe bien. Aujourd'hui, quand un club décide de mettre des logos un peu n'importe comment, il ne réfléchit pas à son client. Et son principal client, c'est le supporter. Parce que s'il n'y a pas de supporter dans la salle, il n'y a pas de sponsor. C'est pas l'inverse. On peut enlever les sponsors, il y aura encore des supporters dans la salle. Et donc là, il y a une vraie problématique de mettre l'expérience client et l'expérience spectateur au centre de tout, de le faire comprendre aussi aux sponsors. Et là, on peut peut-être inverser la tendance. Amazon, qui est donc le nouveau partenaire de la Pro A, j'espère que ça va faire changer un petit peu les mentalités. Et d'ailleurs, pour avoir su ça le mois dernier, ils ont décidé de mettre en vente sur Amazon tous les produits dérivés des clubs de Pro A qui ont des produits dérivés à vendre. Et voilà. Alors, et c'est là qu'on se trouve confronté à l'énorme problème de la Pro A, c'est qu'il y a 6 clubs qui ont dû envoyer des maillots parce que les autres n'en ont pas. Et je me moque pas des autres clubs qui n'en ont pas parce qu'encore une fois, le problème est assez compliqué. Ce serait trop simple de dire ouais, il y a un mec dans un bureau qui a pas voulu. Mais c'est quand même assez dommage de signer un énorme contrat avec Amazon, d'avoir le plus grand site d'e-commerce au monde. Et quand ils ouvrent une rubrique basket, il y a 6 maillots, quoi. Ouais.
Mais ça a le mérite d'exister et je pense que ça va aller pour le mieux et c'est qu'avec des débats comme on fait là ce soir et que ça pourra faire ouvrir la mentalité. Bref, si vous êtes dirigeant d'une équipe de basket, que vous tombez par hasard sur mon YouTube, que vous regardez cette vidéo, pensez qu'un maillot, ça se vend, ça peut se vendre et les gens courent après ça. Il y a même des gens qui les collectionnent. Donc du coup, ouais, j'en fais partie. Benoît, je ne saurais que te remercier. Est-ce que tu as vite fait là en 30 secondes un dernier message à passer, que ce soit pour de la promo ou pour autre chose? C'est ton petit moment libre comme tous les amis. Je vais vous laisser parce qu'en plus votre discussion était très intéressante. Je te fais juste une petite dédicace. J'ai le même mon pote. J'ai le même. Il y a une signature. Il est signé aussi ou pas? Ouais, elle est plus petite, mais moi elle est signée ici, dédicacée pour Frédéric, mon fan since day one. Donc je pense que celle-là elle fait plaisir. Ça va. Bon, continuez, c'est génial. En tout cas, moi je vais regarder la suite. Ok, merci beaucoup Benoît et à très bientôt parce que je pense que tu peux intervenir dans plein d'émissions. Bye bye. Benoît, n'hésitez pas à le suivre sur Pro Bowlers et son compte aussi Ben Duge ou alors Pro Bowlers. Donc du coup on va reprendre Tim. Tac tac, qui est là? Si mon iPhone veut bien marcher. Bravo, c'était passionnant. Alors, j'ai pas eu le temps de regarder tous vos messages, je suis désolé, mais je sais que Tim m'a envoyé un message en disant qu'il les avait notés. J'ai vu aussi ton message, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça va être short, donc du coup, vas-y. Donc toi, si tu as quelque chose à dire sur ce que j'ai pas vu dans les commentaires, c'est le moment. Non, à un moment donné, alors moi en Pro A, je suis assez fan de, enfin, vu que je viens d'Orléans, je suis fan de l'OLB. J'ai eu une lueur d'espoir au moment où ils ont sorti leur nouveau logo il y a 3-4 ans. Je me suis dit, ouais, il va y avoir une vraie identité graphique. Et depuis là, je suis retourné sur le site et c'est dégueulasse, quoi. Ça, ils font n'importe quoi. Le logo est cool, mais c'est juste le maillot, la nouvelle typo, une espèce de typo genre un peu à la main avec un highlight. Avec un highlight blanc dégueulasse autour, je me suis dit non mais c'est pas possible quoi. Enfin... En parlant de charte graphique, dans les gens qui regardent cette vidéo, je pense qu'il y a Comics Hoop qui participe aussi sur le redesign des maillots de Pro A, il me semble. Il y a Watif aussi sur Twitter qui avait fait une campagne en redesignant tous les maillots de Pro A. Et il faut savoir aussi que je crois que Benoît connaît, alors vous aurez le temps de le contacter, la personne qui a redesigné le logo des Metropolitans. Qui parle à Obsidia, à Valentin qui regardait cette vidéo tout à l'heure, parce qu'en fait ils avaient sorti une vieille abeille toute pourrie, dégueulasse, ça avait fait un tollé, et au bout de 2 jours ils ont été obligés, devant ce tollé infâme, de revoir ce logo, et ils ont fait un logo qui a de la gueule, et au final ils ont bien fait, parce que quand tu as un joueur comme Boris Dio, si tu as une vieille abeille dégueu, enfin bon, donc c'est pensé pour Levallois qui a Disney. Merci pour ta réactivité, Benoît. Et donc, je vous laisse aller checker aussi le compte de Comics Oops, qui fait pas mal de choses et vous pouvez parler avec lui en DM sur le sujet. Il vous répondra, je pense, aisément. Vas-y, je te laisse rebondir sur les commentaires. Il y avait autre chose? Non, j'ai pas noté grand chose. Non. Je pense qu'on peut partir sur nos tops aisément. Vas-y, donc on commence par le top 5, c'est ça? Les 5 plus laids. Alors, les plus laids, les plus dégueux, les plus immondes qu'on a choisi tous les deux. Le flop 5, on va dire. Alors, en football notamment, je pense que ça tient surtout de l'uniforme en entier aussi. C'est très en football, c'est un petit peu quand on parle de design de maillot, c'est pas juste le maillot parce que c'est pas là où la création se tient le plus. C'est surtout sur l'ensemble de l'uniforme, casque et j'en ai un. Alors mon numéro 5 dans le flop, c'était cette année. C'est le alternatif des Florida Gators qu'ils ont sorti pour leur match contre je sais plus qui, et en fait qui reprend un espèce de design peau d'alligator que moi je trouve infâme avec une couleur verte camo dégueulasse. Donc et en plus un vert qui va pas du tout avec le orange et le bleu qui sont les couleurs normales de Florida. Très intéressant aussi, c'est le design du casque. Où le logo, la partie alligator a été changée en noir plutôt qu'en vert, et c'est juste infâme, quoi. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc voilà, ça c'est mon numéro 5. À toi, ton numéro 5. Moi, mon numéro 5, mais ça pourrait être le numéro 5, le 4, le 3, le 2, le 1. C'est, déjà, moi je suis... T'as pas mis dans l'ordre? Tu les as pas mis dans l'ordre? Tous mes flops, celui ça peut être des top 1 en fait. C'est vraiment... Moi, donc, du coup, c'est pour moi celui des Green Bay Packers, le rétro des années 40. Il est absolument, il y a pas de nom. Il
il y a pas de nom, c'est pas un maillot pour moi. Ça c'est, je sais pas, ils sont allés à Primark le trouver ce truc-là. Je sais pas je sais pas ce qui s'est passé, mais sache s'il y a une personne qui l'a acheté, qui se dénonce. Mais c'est horrible. Déjà, je déteste tout ce qui vient de Green Bay. Là, déjà, les supporters qui se mettent du fromage sur la gueule. J'ai vraiment du mal à capter le délire. Mais là, cet uniforme-là, en hommage, faut arrêter. Alors, il y a une petite déclinaison aussi avec le chiffre entouré. Et en plus, c'est vraiment aussi dégueulasse, quoi. C'est pareil. Je sais pas. Même dans les maillots, peut-être un jeu, quand on fait les maillots custom, c'est mieux. C'est mieux que ça. C'est horrible. Voilà. J'aime bien leur uniforme normal à Green Bay. Le vert et jaune. Je trouve que c'est pas immonde, tu vois. C'est juste bon. C'est du beau design graphique, quoi. Je ne l'approuve pas, mais je respecte ce que tu dis, même si je chierais aisément sur un maillot de Green Bay. Ton numéro 4. Alors, mon numéro 4, spécial dédicace à Jean Uminski, le maillot alternatif des Nashville Predators de, je crois que c'était 2001 à 2007. Non, attends, c'est quoi? Oui, c'est ça. Ouais, de 2007. Alors, petit logo, je sais pas, ils ont refait un design du logo qui je ne saisis pas. Je comprends pas d'où ça vient. Le type a fait caca sur sa table graphique. Et un espèce de jaune moutarde hideux, qui mérite tout simplement d'aller à la poubelle. Et en plus de ça, on va dire que tout l'uniforme, toute la charte graphique des Nashville Predators est à mettre à la poubelle. L'espèce de jaune infâme avec le bleu, ça va pas du tout ensemble. Et ça fait mal aux yeux, quoi. Il y avait qu'à voir la Stanley Cup de l'année dernière. Entre l'uniforme des Penguins qui est un summum de design graphique et l'espèce de vomi visuel des Nashville Predators, c'était juste pas possible, quoi. C'est dur parce que moi je le kiffe ce maillot, je vous jure, moi j'ai des goûts bizarres, mais je te jure, il est trop beau. Quand je l'ai vu sortir ce maillot, je suis waouh, de l'innovation. Tu vois, c'était le mot que j'avais trouvé. Mais je comprends qu'on puisse le trouver dégueu. Bon. Non, mais c'est juste parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de... C'est vraiment très jaune, quoi. Alors que celui qu'ils avaient l'année dernière, il y avait encore un peu de bleu pour couper ici et là, mais là, ça fait mal aux yeux, quoi. Mon numéro 4. Alors là, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez choisir n'importe quel maillot des années 70 de baseball, ça marche. Mais pour moi, le plus horrible, c'est le maillot des San Diego Padres des années 70. Alors tu vois, c'est pareil, c'est le niveau du choix de la couleur, c'est le marron qui a cramé au soleil. C'est les vieilles voitures, vous savez, qui perdent la peinture avec des écailles, c'est ça. Et un jaune, je sais pas, jaune pisse qui est pas raccordé à la casquette. C'était une année horrible. En plus, les cols comme ça pour les maillots de baseball, c'est à chier, c'est pourri. Non, ça je veux plus le voir, ça. D'ailleurs, on le voit plus. Voilà. On n'en voit plus. Ensuite, numéro pour le All-Star Game qui a eu lieu à San Diego, ils ont fait les maillots du All-Star Weekend comme ça, en revival. C'était absolument horrible. Pourquoi vous avez fait ça? Mon numéro 3, le maillot bourdon des Steelers. Alors, bon, déjà, l'assemblage, on dirait les Dalton sur le terrain. Enfin, je veux dire, il y a un type qui a trop lu Lucky Luke. En plus de ça, l'espèce de cadre blanc et noir dégueulasse où il y a les numéros. Pourquoi faire ça? Est-ce que c'est juste, à la limite, tu mets ton numéro avec un highlight autour, mais c'est juste pas possible. Ça cache tout le design. Non, enfin bon, et ça, il continue à le sortir pendant toutes les saisons, quoi. Faut arrêter, c'est plus possible. Mon numéro 3, ils sont contents sur la photo, ils le savent pas, mais ils portent un maillot dégueulasse. C'est l'espèce de maillot qui a vite été arrêté des Sacramento Kings, en or, en espèce de satiné horrible qui brille. Truc dégueulasse, pareil. C'est gâcher du tissu. C'est faire travailler des Chinois et pour rien, quoi. Faut arrêter. Arrêtez de faire ça. C'est dégueulasse. Il y a pas de gold en plus sur le maillot de Sacramento. C'est un hors-sujet. Doré et violet, c'est pas beau. À la limite, jaune et violet, ouais, mais doré et violet, non. Enfin. D'ailleurs, ça me permet de revenir brièvement sur l'histoire des maillots de NBA, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire en vitesse. Il faut savoir que les tout premiers maillots étaient 100% transpiration, puisqu'ils étaient faits en satin. C'est-à-dire qu'en fait, les joueurs, ils étaient faits, ils transpirent.
l'inverse, maintenant c'est fait dans les trucs pour les éviter de transpirer. Là c'était fait, tu suais comme un porc. Et si vous regardez dans les photos des 50, les joueurs avaient des ceintures à leurs shorts. C'était pour coller avec les équipements de baseball et de foot américains. C'est les premiers maillots de basket, c'est de la merde. Après en 1960, il y a eu que là qu'ils ont commencé à se dire attends putain, on perd 6 litres d'eau par match, on va faire quelque chose quand même. Donc du coup, ils ont allé opter pour le coton. Ils ont commencé à mettre aussi des noms derrière les maillots. Dans les années 70, il y a eu du mieux, mais bon, pareil, ils étaient sous crack, donc ils ont inventé des couleurs abominables. Et il n'y a qu'à partir de là, le Champion USA en 1989, que là vraiment, et notamment avec le maillot des Charlotte Hornets, qui a été c'est le premier maillot de l'histoire des sports américains qui a été entièrement confié à un spécialiste de la mode, et c'est lui qui a lancé les premiers beaux maillots, et c'est pas pour rien que Jordan Brand a décidé de choisir celui-là en maillot. Et bref, depuis que Champion est arrivé dans le game comme on dit, toute une gamme d'évolution au niveau aussi bien de la matière que du graphisme s'est fait en NBA. Ton numéro 2. Mon numéro 2, on rentre dans les choses sérieuses. Les Atlanta Hawks Adidas, qui étaient juste les derniers qu'ils ont fait là, avant de passer chez Nike. J'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire avec les espèces de petits losanges en filigrane sur la. Et je parle pas, il y en a pas que un, hein, c'est les trois, le noir, le blanc et le rouge, ça c'est nul. Enfin, et cette espèce de jaune, l'identité graphique Pac-Man, ce qu'on appelle le logo Pac-Man des Hawks, c'est vraiment génial. J'adore ce truc-là. Et quand ils avaient le jaune, les couleurs jaune, rouge et blanche, c'était superbe. Et là, ils ont décidé de faire une espèce de vert citron pour moderniser. Mais après, faut pas moderniser à tout prix. Enfin, il y a un ensemble de couleurs qui marchent. Le jaune, le rouge, le blanc, ça marche super bien. Pourquoi changer la teinte? Et surtout le filigrane, quoi, l'espèce de filigrane sur les losanges en filigrane. Là, non, c'était pas possible. Moi, je peux pas. Heureusement qu'ils ont changé, quoi. Je suis d'accord avec toi. Moi, savoir ce que Benoît en pense. Tous les logos qui sont dans des formes de ronds, je trouve ça super exploitable. C'est bien, tu peux le mettre n'importe où plutôt qu'un maillot qui est le logo. Donc moi, quand j'ai revu le logo, je me suis dit putain, ils vont me sortir un truc de taré. Et en fait, ils sortent un logo HS, quoi. C'est n'importe quoi. Donc du coup, mon numéro 2, on bascule dans le hockey sport. Et il y a encore du jaune. C'est ce maillot. Oui, c'est un maillot. Oui, c'est des années 90, des Vancouver Canucks. Ah mais non, t'as pas le droit. Comment ça, non? C'est dans mes péchés mignons. Non. Oui, mais j'ai le droit. Tu peux avoir des péchés. Oui. Ah, il est horrible. Faut le dire, c'est un péché mignon. Tu reviendras dessus quand tu iras dans tes péchés mignons, mais c'est pas un maillot, ça. Ça, c'est pas un maillot, ça. Je suis désolé, c'est pas un logo, c'est pas un maillot, c'est rien du tout, ça. Et là, il sait plus quoi dire. Ouais, j'en parlerai après. C'est pour ça. Vas-y, numéro 1 pour toi. Ah, numéro 1, on retourne dans le baseball. L'uniforme des Arizona Diamondbacks, qui est juste... Alors, dans le baseball, il y a des canons dans le baseball, il y a des standards dans le baseball, notamment dans les uniformes. Après, bon, beaucoup de gens rognent contre les standards du baseball, mais les uniformes de baseball fonctionnent pour une raison, c'est parce qu'il y a une charte et des codes. Et là, Arizona a voulu, je sais pas, dans une espèce d'envie de vouloir attirer du monde, attirer des jeunes, vouloir faire un uniforme moderne. C'est quoi ce dégradé sur les épaules et sur le côté là? C'est pas possible. C'est un espèce de truc en pixels qui part dans le dégradé. C'est pas permis, quoi. Et encore, ça, c'est que le blanc. Je trouve que le blanc, c'est pas le pire. C'est l'uniforme gris qui est. Alors là, sur les épaules, ça part en dégradé noir, et c'est un gris qui est plus foncé que les autres uniformes sur la route, et ça jure avec tout le reste de la ligue. Plus personne dans la ligue fait ça à part eux. Ouais. Et encore, je vous ai pas sorti l'alternatif qui a des accents bleu turquoise sur ce gris là, rouge, bleu turquoise et noir. Qui fait ça, quoi? Non. Moi, non. Quand je l'ai vu, j'ai adoré parce que ça me rappelle un petit peu ce que Seattle a fait en NFL en innovant. Et si tu regardes, pareil, il y a personne qui fait comme Seattle. Et moi, je trouve que
que c'est pas trop mal, mais on a le droit de pas être d'accord, ouais. Non, mais parce que le football, ça reste moderne, tu vois, ça avance avec son époque, alors que le baseball, c'est quand même un truc qui est très traditionnel et qui reste ancré dans ses traditions, quoi. Bon, après, si toute la ligue se mettait à faire ça, des gens râleraient au début, mais au final, tout le monde s'y ferait. Là, non, justement, quoi. Mon numéro 1, il est bien dégueu. Alors, j'espère que c'est pas ton coup de cœur non plus. C'est celui des Highlanders. Il avait celui-là ou pas? Il est dans mes petits chéris, ouais. Ouais, mais attendez, là, c'est un pêcheur, donc aucun rapport, zéro. L'espèce de vague, là, mais pourquoi? Fais un trait tout droit, à la limite, c'est mieux. C'est abominable. Quand j'avais joué à NHL 98, je crois qu'il était dispo dans les maillots alternatifs, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un fake ou c'est un code, il y a quelqu'un qui a mis un code, il a des... Non, c'est un vrai maillot porté en NHL par les New York Highlanders, qui depuis ont viré ça de façon remarquable. Tu sais que c'est bien que t'aies ces maillots-là dans tes flops, comme ça me permet vraiment d'expliquer pourquoi c'est des péchés mignons, quoi. Ah ouais, c'est super. Il y a vraiment des gens qui les aiment pas, quoi. Donc du coup, on a fini le flop 5. Moi, j'en avais quand même quelques-uns en mention honorable. Je vais les citer sans besoin de les montrer. Pour moi, il y avait les Astros des années 90 avec leur rayure horrible, dégueulasse, pas beau. J'avais mis les Broncos aussi dans les années 90 à l'époque de John Elway, le orange horrible. C'était dégueulasse. Parce que non, c'est pas possible. Et j'avais mis, oui, les Flames des années 90 en NHL. Et le dernier, j'ai pas pu vous le montrer, mais vous le chercherez sur Google, c'est très intéressant. Le tout premier maillot à manches des Golden State Warriors était un maillot jaune, sauf que ils ont sorti un short dont le jaune n'était pas accordé avec le haut, donc ça faisait un jaune poussin, en dessous un jaune moutarde à rayures bleues, uni jaune, et vous aviez un short à rayures genre Harlem Globetrotters, et dégueulasse. Et celui-là, si vous tapez Worst NBA Jersey History ou quoi, c'est sûr il va sortir en numéro 1, parce que si vous aviez le haut n'était pas accordé au bas. Donc pareil, vous aussi, on vous l'a pas demandé, mais dans les commentaires, n'hésitez pas à marquer, on le retrouvera quand on regardera la vidéo sur YouTube. Mettez tous vos maillots dégueulasses, même pas balancer, ça fera toujours rire. Moi, j'ai une mention spéciale, c'est ce que font les Clippers actuellement. J'adorais le maillot des Clippers avant qu'ils fassent le changement de logo. J'étais prêt à en acheter un, surtout celui qui avait le script en lettres manuscrites, le rouge là, j'adorais celui-là. Depuis qu'ils ont changé le logo, je sais pas, quelqu'un a dû faire un AVC ou je sais pas quoi chez les Clippers et ils se sont mis d'où sort le logo et le script qu'ils ont fait, l'espèce de carré là avec le LAC à l'intérieur et le script. Ah, je ne comprends pas, ça me fait mal à la tête tellement c'est incompréhensible, quoi. Et du coup tout ce qu'ils ont fait depuis, tous les maillots qu'ils ont eu, le rouge, le blanc, le bleu, tout ça, c'est un jeu. C'est pas mal, mais le rouge il est incompréhensible. Non, c'est de la merde. Non, voilà. On fait le spécial ou on fait d'abord le top 5? On peut faire les péchés mignons, hein. Bah, ça permet de rebondir sur donc mon péché mignon numéro 3, alors j'en ai pas 5, j'en ai que 3, hein. C'est justement le maillot des Highlanders que Frédéric disait tout à l'heure. Moi je trouve que c'est un design graphique qui est un peu particulier, mais je trouve que ça a du charme, tu vois, c'est une espèce de réflexion de ce qu'étaient les années 90 dans le sport, quoi. C'est que les designers se lâchaient, quoi. Il y avait pas de pression faite par les clubs ou par qui que ce soit, et ça permettait d'être un peu fou. Bon, après, j'avoue qu'il y a beaucoup de ces trucs-là, c'est lié à la nostalgie aussi, d'une époque où je m'intéressais de plus près à ces sports-là. Mais moi, franchement, ça, si je le trouve, je le porte. Et je serais fier de le porter. Surtout, en étant à New York, la ville des Highlanders. Et en fait, ça colle aussi à l'identité. Voilà, c'est parce que c'était l'équipe avant d'être l'équipe de Brooklyn, c'était l'équipe de Long Island. Et Long Island, c'est une région de pêcheurs. Et c'était un petit peu le clin d'œil de l'équipe pour sa communauté, quoi.
c'est pas parce que c'est une équipe de pêcheurs, il faut faire des maillots qui puent le poisson, quoi. Je veux dire, et moi aussi, je le porte, ton maillot, il n'y a pas de souci, mais pour faire de la peinture ou des travaux, quoi, c'est innommable. Franchement, c'est dégueulasse. Moi, mon numéro 5 dans les mentions honorables, c'est le third des Bucks dans les années 90. Ah, il est magnifique celui-là. Alors, je sais qu'il fait des parler hier soir, mais il était fabuleux. Surtout à cette époque-là, pour moi, l'époque du Prince de BR, sauvé par le gang, tout était permis. C'est un des plus beaux maillots. Et dire dans une phrase plus beau maillot et Milwaukee Bucks dans la même phrase, c'est super chaud. Mais voilà, le maillot third dans les années 90 des Bucks, c'était le kiff. Je dis oui. Uniforme en numéro 2, les Jaguars de Jacksonville. Tout le monde trouve ça, tout le monde les trouve moches à souhait. Moi, je trouve qu'il y a un petit charme là-dessus. C'était les premiers un peu, les Jaguars sont toujours les premiers et les seuls même à vouloir moderniser un petit peu l'uniforme de football et tenter des trucs, notamment le casque mat. C'était la première équipe de la NFL à faire un casque couleur mat et avec le dégradé noir vers le doré. Je trouve ça vraiment sympa et après la combinaison de couleurs turquoise et noire, je trouve que c'est un truc qui marche aussi. Il y a beaucoup d'équipes de NFL qui aiment le bleu et le noir ou le turquoise et le noir. Je trouve que ça fonctionne très très bien. Bah, franchement, tu vois, Nike là, ils ont fait je kiffe ce maillot de Jacksonville, il est super beau. Alors deux choses, il y a Benoît qui me dit que j'ai des goûts à chier concernant les Bucks. Eh ben oui, oui j'ai des goûts à chier. Il y a Ergzav, alors du coup je vous invite tous à suivre le compte Ergzav2311 ainsi que le compte NBA Jerseyland Forum parce que c'est Ergzav, c'est celui qui a créé ce forum là. Il devait participer à l'émission, malheureusement hier on a testé en live, on ne sait pas pourquoi, c'est la magie ou le mystère d'Instagram, il n'a pas pu faire partie de cette émission là. Alors je vous encourage tous à vous inscrire sur le forum, en fait c'est un forum de collectionneurs de maillots. Pendant ce temps-là, un commentaire, fais la promo de si je dis des choses qui sont pas correctes. Si vous aimez un petit peu les maillots de basket, c'est que basket. Par contre, ce truc-là, lui, en fait, il connaît tout, quoi. Il sait les différences entre swingman, machin, tout ça. Il reconnaît les faux de suite. C'est une communauté qui peut vous aider et surtout à trouver des pièces rares. Il y a des ventes, des échanges, des infos. Allez suivre ces comptes-là, NBA Jerseyland Forum sur Insta et Ergzav2311. Envoyez des DM. De toute façon, on est tous là pour s'aider. Et partager tout ça. Mon numéro 4, c'est doublement chouchou parce que c'est la période vraiment où j'étais gamin et c'est la vraiment première joueur avant même Michael Jordan que j'ai kiffé quand j'étais petit. Et c'est Grant Hill avec ce maillot vert des Detroit Pistons. Oh. C'est pour moi le plus beau maillot jamais inventé par Detroit. Je suis fan de tout ce qui est sobriété et tout ça. Je sais pas, moi je kiffais ça. Alors, il existait en bleu normalement, en bleu et en blanc, mais quand ils l'ont sorti en couleur de vert là, voilà quoi, c'était le maillot dont j'étais amoureux quand j'étais petit. Je me rappelle, je le voulais, ça a coûté 450 francs, je crois, en champion USA ou un truc comme ça. Et je badais ce maillot dès qu'il y avait une image. Voilà quoi, c'est le maillot de mon enfance, c'est celui-ci quoi, et je le kiffe. Tu sais que il m'est sorti de la tête, je l'aurais définitivement mis dans mon top 5 sinon. Ouais. Ah oui, j'adore ce. J'ai voulu le mettre en mention honorable parce que pour moi ça dépasse le top 5. Mais attends, il y a Benoît qui me harcèle là sur les maillots. Mais comment ça se fait que tu n'aimes pas ce maillot des Pistons? C'est impossible, c'est impossible de ne pas aimer ce maillot. Ah mais c'est pour ça que c'est dans les péchés mignons, c'est parce que ça crée la controverse. Exactement. Alors, moi mon numéro 1 c'est justement les Canucks. Numéro 2. 3. Non, j'en ai que 3. Ah, t'en as que 3. Mais c'est mon numéro 1, parce que je l'ai fait dans l'ordre du moins vers le plus. Bah justement, c'est les Canucks, ça c'est le jaune, il est aussi en noir. Ça c'est pas l'original, ça c'est une réédition qu'ils ont fait il y a quelques années. L'original et entre donc Vancouver entre 70 et 90 avait ces couleurs noir, jaune et rouge, un peu façon drapeau allemand, avant qu'il passe au blanc, vert et bleu. Je sais pas, je trouve qu'il y a un petit côté, je sais pas si t'as vu le film Running Man avec Schwarzenegger. Je trouve que ça fait un peu post-apocalyptique, un peu Mad Max, ambiance chelou comme ça. Ouais, je sais pas, ça me
Ça me fait marrer, ça me fait rêver. C'est un assemblage de couleurs qui marche bien en plus. Le rouge et le rouge et le jaune avec le noir, c'est visuellement, tu vois, ça attire l'œil. Et donc ouais, moi c'est dans mes petits péchés mignons. Ouais. Alors du coup, il y a Benoît qui nous parle du maillot des Hawks des années 90. Est-ce que c'est celui avec le faucon en large là dont tu parles? Alors celui-là aussi avec Stassi, Kembe Mutombo et tout ça. J'ai hésité à le mettre, j'ai vraiment hésité, mais je voulais essayer de trouver des maillots que la plupart d'entre vous connaîtraient pas. Si c'est celui-là, mets-moi un petit cœur, un petit oui ou je sais pas quoi. Oui, c'est celui-là, ouais. Donc toi tu considères ça comme un beau maillot. C'est bien, écoute, c'est bien. Non, du coup, moi, alors j'en ai plusieurs d'autres parce que je savais pas que c'était qu'un top 3, du coup j'en ai trouvé 5. J'ai le 3e maillot des Edmonton Oilers dans les années 2000. Alors, tu grimaces, c'est pour ça. Ça design, comment dire, des Nashville Predators dans le third. D'ailleurs, je crois qu'il est sorti à peu près à la même période. Et en fait, surtout la couleur, ce bleu, je sais pas si vous voyez bien, mais le bleu avec le gris, pour moi, ça défonçait. Et surtout qu'il n'y a rien sur ce maillot. C'est du plain blue avec de la petite comète qui arrive. Ça changeait vraiment drastiquement du maillot, du logo original des Oilers, qui est pour moi un logo que je n'arrive pas à comprendre. Un gars qui fait le plein d'essence, ça devrait pas être un maillot, on est d'accord, un logo, on est d'accord. Donc du coup, ah non, tu parles de celui de Wilkins. D'accord, ok. Benoît parle de celui de l'époque Pac-Man de Atlanta. Moi, je suis d'accord. Ah, celui-là est trop beau. Celui du Stanley Contest avec Michael Jordan. Je pense que tu parles de celui-ci. Donc du coup, ça c'était mon 3e. Il faut que tu meubles le temps que je cherche. Sur YouTube, on remettra des photos clean où on voit bien les maillots dont on parle. Je ferai ça au montage. Je ferai ça bien. Ensuite, j'avais aussi en third des Colorado Avalanche. J'aime bien aussi. Pour moi, ça c'est pareil. C'est des maillots qui font débat. J'aime beaucoup. Et enfin, le dernier, je vais pêcher parce que c'est aussi un maillot de NHL. Et c'était un maillot qui, par contre, ça c'est sûr, tu vas me dire qui est dégueulasse. Hop. C'est celui-ci. C'est le maillot third des Dallas. Qui part. Ouais. Tout le monde critique ce maillot. Mais il est trop beau. Il est trop. Cherchez pas pourquoi ils ont mis du rouge avec du vert, avec du noir, avec du. Je m'en fous. Mais il est trop beau. Un taureau, ça a aucun rapport non plus. Il est trop beau. Il est trop beau tout simplement. Il a presque fait ma liste. Il a presque fait ma liste. Voilà. Donc du coup, c'était la partie des maillots un peu spéciaux, un peu coup de cœur, mais pas trop, un peu débat quoi. Ah, on a un peu débat. Caca de French Prince qui nous dit carrément caca. C'est-à-dire que pour moi, le mot caca, c'est terminé. Je te chie dessus. Tu ne peux plus parler après ça. Je parle plus. Voilà. Ok. Et donc maintenant, notre top 5, nos maillots préférés, tous sports confondus. Je te laisse commencer. Ah, mince. Non? Du coup, si, vas-y. De toute façon, ça va aller vite. Ben moi, je mets tout simplement, alors je sais pas si ça va faire débat ou quoi, mais je mets le maillot des Pittsburgh Steelers. J'aime beaucoup. Voilà, c'est un truc que vous pouvez porter dans la rue. Moi j'ai pensé à ça quand j'ai fait mon top. Est-ce que c'est quelque chose que tu dois bien porter, et bien acheter? Ouais. Moi je trouve que c'est le noir et le jaune. Je trouve ça super efficace. D'ailleurs, on retrouvera une autre équipe qui est en noir et jaune dans mon top 5. Et il est super beau, sobre, le maillot est rond. Donc moi le maillot actuel des Pittsburgh Steelers, je kiffe. Ensuite, moi mon numéro 5, c'est le maillot sombre des Minnesota Wilds. Je trouve que c'est un assemblage de couleurs qui est vraiment génial. Je vais passer sur une photo où on voit mieux. Le vert et le crème comme ça, je trouve que ça va très très bien ensemble. En plus, le logo et le logo des Minnesota Wilds est, je trouve, créativement très intéressant, avec la lune qui fait l'oreille de la bête sauvage et l'espèce d'étoile filante qui fait les yeux. Ça a vraiment été très bien pensé graphiquement. Et ça, c'est un truc que je porterai absolument, malgré le fait que j'aime pas spécialement les Minnesota Wilds, mais je trouve que ce maillot sombre est vraiment très très classe, quoi. Parfait. Ouais. Je veux dire un truc, je sais plus ce que c'est.
Oui, si, dans les commentaires, là, on nous parle du maillot des Nuggets des années 90 avec la bande arc-en-ciel et on aurait dû le mettre dans nos trucs spéciaux. C'est vrai que je les ai. Ouais. Je vous remercie. C'est qui dit ça? C'est Oub Diary qui a dit ça. C'est vrai que ce maillot, il était mais idolesque. Il est super beau. Oui, j'ai un ami qui a la version Mitchell Ness et juste le bleu. Enfin, d'ailleurs, Johan French Prince a le blanc, je crois, et un autre pote, Hichem, a le bleu avec la bande colorée. Et vraiment superbe. Si Max regarde toujours le live, le Closet Magazine, il peut nous dire s'il est dispo chez Mitchell Ness, comment on fait pour se le procurer. Je sais pas si tu as même de savoir ça, mais je sais que comme tu es proche d'eux, tu peux peut-être renseigner les gens qui regardent ça. Mon numéro 4 dans les tops, c'est Sentiment. 5. Pardon. Numéro 5 ? Ouais, non, vas-y, je suis bourré, c'est tout. Mental parce que c'était un cadeau de Noël à la base. Je vous raconte ma vie, je vais m'allonger, je vais sortir les vieilles photos, faire le bilan de moi-même, tout ça, quoi. C'est le maillot des années début 2000 des Pittsburgh Penguins. J'adore ce maillot. tu peux prendre du recul, mais j'adore ce maillot. J'ai pas aimé la revisite des fans des années 2000. J'étais pas très fan aussi pendant les finals lors de leur titre pour repasser un truc qui ressemble trop à celui des Steelers. Pour moi voilà, c'est ce doré là pour moi les Penguins. Voilà, alors c'est vrai qu'il est beau là maintenant celui cette année, j'ai appris à l'aimer, mais pour moi le vrai maillot des Pittsburgh Penguins c'est celui-là quoi. Et comment je te juge oh là là. Alors du coup, ouais, non, mais c'est juste parce qu'il y a une espèce de... J'adore le nouveau maillot, les nouveaux uniformes des Penguins. Enfin, je trouve qu'il y a un rappel au passé des Penguins. Et je trouve qu'ils avaient vraiment... Enfin, moi, personnellement, je trouve qu'ils avaient fait une erreur avec en mettant du doré à la place du jaune. Parce que les couleurs de Pittsburgh, c'est black and yellow, c'est pas black and gold. Donc, voilà. Il y a tout ça pour dire que... l'uniforme des Penguins, c'est quand même le summum de ce qui se fait en design sportif. Il y a Max qui nous dit donc du Closet Magazine que si vous voulez vous acheter le maillot de Dikembe Mutombo, des Nuggets, la belle époque, le maillot qu'on disait qu'on a zappé, il est disponible sur le site uniquement de Mitchell Ness, donc vous pouvez aller choper ça. Mon numéro 4, c'est les Phoenix Suns des années 90. Alors là, il y a le blanc, mais je trouve qu'ils marchent tous très très bien, que ce soit le blanc, le violet ou le noir. Ils marchent tous vraiment très très bien. Et c'est... je suis pas spécialement fan de porter des maillots de basket. Je trouve que j'ai un corps chelou, donc ça me va pas très bien. Mais je veux en avoir un des trois pour juste accrocher. Je sais pas, c'est l'assemblage de couleurs, la manière dont le maillot est divisé en 3 parties différentes avec le nom, le soleil et le bas avec le numéro. Ça attrape l'œil et juste ce soleil là au milieu, c'est mythique quoi. Enfin, tout le monde se rappelle de ce maillot et voilà. T'as plus les années 90 à planer. Là, tu le vois, c'est avalanche de oui. Tout le monde te dit oui. Je pense que c'est le maillot emblématique, peut-être avec celui de Michael Jordan des années 90, ce maillot des Suns, rendu populaire justement par cette finale face à Michael. Franchement, je te comprends largement. Tu veux pas me faire l'effort de me comprendre sur les Penguins, mais moi, tu vois, j'aime le maillot des Suns, je le dis haut et fort. Par contre, j'aime pas du tout ce qu'ils ont fait récemment à vouloir un petit peu recycler le soleil là sur les nouveaux trucs. Je trouve que ça marche pas du tout parce que déjà ils ont laissé de côté le violet, c'est juste orange, noir et blanc. Il manque cette 4e couleur pour donner des accents en fait à la totalité du truc. C'est l'heure du top 3 donc du coup. C'est l'heure du top 3. Donc du coup, moi là, il y a rien à redire. C'est pour moi carrément un des plus bons maillots. Je sais pas pourquoi je l'ai mis en 3, j'aurais dû le mettre en 1. C'est le maillot des Toronto Blue Jays, le maillot actuel des Toronto Blue Jays. C'est sobriété, c'est un truc que vous pouvez porter à la ville. C'est beau, la couleur du bleu pour moi elle me rend fou. J'adore ce logo là des Blue Jays.
1000 fois mieux que celui qu'ils avaient dans les années 2000 avec le T oiseau métallique, je sais pas trop quoi. Comment dire, le lettrage aussi pareil des joueurs, c'est super stylé derrière. J'adore ce maillot de baseball qui est magnifique. Alors c'est vrai que le Closet Magazine dit vous êtes nostalgique des années 90, un petit peu. Oui. Dans mon top 3, il y en a 2 des années 90 et un qui est plus récent, mais c'est vrai que on est un peu nostalgique d'une certaine époque. Mon numéro 3, on repart en... Du coup, Max, balance ton top 5, toi, pendant qu'on le fait, nous. Max, Ben, French Prince, Comic Loops, balancez votre top 5 aussi. Comme ça, nous aussi, on pourra faire comme team, on pourra tous vous juger. On pourra tous... Allez-y. Mon numéro 5, pareil, on retourne dans les années 90 en NHL. J'aurais pu mettre ça dans les péchés mignons, tellement je pense ça va créer un petit peu la polémique. Mais mon numéro 3, et je pense que j'aurais pu le mettre plus haut, mais mon numéro 3, c'est le maillot des années 90 des Phoenix Coyotes. Et je trouve ce maillot d'une beauté incroyable. Oui, c'était le maillot. C'est le maillot que portait mon coach de hockey quand j'étais en 5e et je le voulais absolument. J'ai eu un maillot des San Jose Sharks à la place, mais ce maillot est tellement beau que j'ai même cherché à soudoyer ma femme pour qu'elle me l'achète pour mon anniversaire, mais on est pauvre. Mais voilà, c'est un espèce de mélange entre design Navarro et la folie que les années 90 nous ont apporté. C'est juste superbe, quoi. À toi. C'est chaud parce que moi en numéro 2 je voulais mettre un maillot, mais je sais qu'il va être dans ton 2 ou dans ton 1, donc de ce que tu m'avais envoyé, donc j'hésite à soit te foirer totalement ton top 2. Vas-y, fais. Ouais, tu es sûr, je peux le faire? Ou alors tu sais, tu t'es sûr que c'est dans mon top? Ah, c'est quasi sûr. C'est quasi sûr. Pour te... Ok. À ce moment-là, je vais te dire juste le nom de la ville, tu vas savoir lequel est. Je dis pas le nom de l'équipe parce que c'est dans le sport. Saint-Louis. Ok. Donc à ce moment-là, skip. Et comme ça, quand moi j'annonce mon 1, ça fait ton 2 en même temps. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer sur un autre que je savais pas comment intégrer. Je vais parler du maillot des Dallas Mavericks des années 90. Voilà, moi je suis très fan de cette époque du chapeau de cow-boy. J'en ai parlé un petit peu vite fait hier. Mais ce trio là, Mashburn, Jackson, Kidd, je me rappelle très bien lire le MVP basket. Et comme l'a dit Max dans les commentaires, je suis très nostalgique des années 90. Mais pour moi, voilà, quoi, c'est tout en sobriété, c'est magnifique. C'est un maillot que je porterai volontiers et qui est indémodable. Et je sais que ça peut porter à débat, mais voilà, quoi. Si pour pas mettre celui que je voulais mettre en 2, je vous mets celui-là. Et quand Tim l'aura annoncé, je vous dirai lequel je voulais mettre en 2. Johan avec le maillot en numéro 1, le All-Star Game 93. C'est vrai que le All-Star Game 93, c'était autre chose quand même. Et bizarrement, j'ai pas pensé, moi perso, j'ai pas pensé à mettre de maillot de All-Star dedans, mais c'est vrai qu'on aurait pu en mettre. Mon numéro 2, donc, c'est le maillot des Utah Jazz, années 90, que ce soit le blanc ou le violet. Je sais pas pourquoi, mais ça marquait vraiment mon esprit. Je crois que les premières finales que j'ai vues en NBA, c'était les Bulls contre les Jazz. Et John Stockton est probablement un de mes joueurs préférés de tous les temps. Donc c'est comme le maillot des Suns en fait, l'espèce de division entre la chaîne de montagne qui marque une séparation entre les deux parties du maillot, et c'est bien pensé graphiquement. Le blanc, il a le violet à l'intérieur pour faire des contrastes, alors que le violet a le bleu pour faire des contrastes. Enfin, je trouve que c'est vraiment du design très bien pensé. C'est une autre manière de penser les maillots que ce qui se fait à notre époque, quoi. Ouais, je vois que comme toi, c'est bien, c'est bien. T'as dit quoi? Je vois que personne ne pense comme toi dans les commentaires là. Oh, que j'aimais pas ce maillot du Jazz de la part de Hoop Diary. Non, ce maillot de ce Jazz horrible, lol. Non, mais c'est bien justement, c'est cool. Écoute, je vais pas me coucher pour autant. J'adore ce maillot.
si je pouvais, si ça, voilà, si on me le donne, je le Non prends. mais je suis d'accord avec toi, franchement, surtout le blanc. Moins le violet, je sais pas pourquoi, parce que c'est le même design. Mais moi, je Ouais. le blanc. Franchement, le blanc des Jazz là de cette époque-là. En plus, ouais, quoi. Tu l'as vu pendant 2 finales face à Jordan, comme tu dis. C'est évidemment c'est un maillot qui marque, quoi. Donc du coup, je vais annoncer mon top 1 qui est en fait un trio. Mais les 3 maillots se ressemblent dans leur conception, mais je vais montrer celui que peut-être que vous connaissez le moins. Donc en 3, il y a égalité, il y a le maillot de Boston des Celtics, peu importe la couleur. Le maillot des Chicago Bulls, pareil, c'est le même design, peu importe la couleur. Et donc surtout le top du top du top du top, vous y attendez absolument pas, je pense que personne n'a une idée de ce que c'est. Pour moi, c'est le maillot de Duke qui a tué le game. C'est terminé. N'importe quelle couleur, que vous le preniez en bleu avec le liseré noir sur le côté, que vous le preniez en noir avec le liseré bleu, c'est terminé. Pour moi, le maillot de Duke, c'est ce qu'il y a de plus beau sur Terre. C'est comme je vous dis, vous pouvez le mettre, c'est sobre, vous mettez ça n'importe où, n'importe quand. C'est magnifique. Je vais essayer de vous montrer les autres coloris. Vous avez le noir. C'est vrai que je m'attendais pas à Duke. Le noir qui ressemble à ça, il est magnifique. Et vous avez le bleu qui ressemble à ça. Ben voilà, c'est une tuerie, quoi. C'est terminé. Plus rien à dire. Plus rien à dire. Là, je pense que C'est vrai. c'est terminé. Voilà, c'est drop de mic. Voilà. Donc, pour finir, mon numéro 1, qui était le numéro 2, le premier numéro 2 de Fred, c'est un maillot qui est indémodable. C'est le baseball à l'état pur. C'est le maillot des Saint-Louis Cardinals. Il y a rien qui se fait de mieux en termes de baseball. C'est simple, c'est blanc, c'est un script avec un petit objet visuel, l'oiseau là, pour marquer pour faire un petit peu pour marquer le coup, quoi. C'est parfait. C'est parfait. C'est le baseball à l'état pur. C'est la tradition baseballistique dans sa plus belle forme. Et c'est un maillot que Saint-Louis porte depuis des années. Voilà, donc on revient dans les années 60, dans les années 70. Saint-Louis n'a pas bougé d'un iota. Tout ça parce que ça marche, ça fonctionne. Et c'est un vrai beau maillot de baseball. Alors voilà, du coup, moi aussi, je l'avais mis en numéro 2 à égalité avec le maillot away des New York Yankees, parce que j'adore ce gris. Je sais pas, pour moi, c'est pas un gris normal. Et puis l'association avec ce bleu, je sais pas comment faire. L'association du bleu et du gris chez le maillot away des Yankees est magnifique. Puis ce maillot des Cardinals, vous allez me dire, mais attends, c'est juste une petite perruche posée sur une batte. Mais c'est bien plus que ça. Il est vraiment magnifique. Il pue l'histoire, ce maillot. Et surtout, alors c'est pas à cause de ça que je l'aime, mais je sais qu'il y a eu un classement fait par Sports Illustrated ou ESPN qui a élu le plus beau maillot de tous les sports confondus de tous les temps. Et il se trouve que c'est ce maillot qui a gagné. Je le préfère en blanc qu'en rouge. C'est à noter. Pourquoi, je ne sais pas. Mais vraiment, si vous ne connaissez pas le baseball, si vous attendiez à ce qu'il y ait un maillot NBA qui sorte en 1, effectivement, le maillot des Saint-Louis Cardinals, tapez ça sur Google pour mieux le voir que là à l'écran, il est magnifique. Marrant de voir que mon top flop c'est en baseball et mon top c'est en baseball aussi, quoi. Il y a vraiment les deux parties du spectre en baseball, que ce soit en termes de beaux maillots ou en termes de maillots moches. Tout le monde en baseball, tout le monde n'est pas dans le même bateau au final. Alors du coup, il y a 2 maillots là il y a 3 maillots qui ressortent. Celui dont on nous incendie, apparemment, on va brûler nos maisons parce qu'on n'en a pas parlé. C'était parce qu'on n'a pas parlé du maillot des Raptors des années 90, ni celui des Grizzlies. Mais les gars, on est original, nous. C'était évident qu'on allait en parler. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Parce que tout le monde s'attendait à ce qu'on en parle, mais on n'en a pas parlé. Et ouais. C'est vrai que les Raptors, je suis retourné les voir avant de faire mon top, voir qu'est-ce que j'en pense. Non, c'est vrai que c'est un maillot qui est génial. La manière qu'ils ont de dériver un peu les pinstripes en faisant des espèces d'éclairs dessus, je trouve ça assez bien vu. Mais bon, après c'est pareil, j'ai une espèce de relation un peu bizarre avec les maillots de basket, donc ouais, j'ai pas énormément de maillots de basket dans mon top, quoi. Et du coup, le deuxième maillot, c'était celui de Michigan, apparemment. On nous demande le maillot de Michigan de Chris Webber à l'époque du Fab Five. Ouais, qui ça? Michigan? Oh. Tu sais pas? Non, pareil, rien de ce qui touche à l'université du Michigan ne passera par ma bouche.
C'est dans la défaite de Michigan State, c'est pour ça que t'es pas objectif du tout. Ah non, je suis pas objectif. Ouais. Bah, c'est aussi pour ça que Nashville est dans mon flop. Je suis pas objectif. Le plus dégueulasse du football, c'est quand même celui du PSG, il faut le savoir. C'est vraiment le maillot le plus dégueulasse qui soit, quoi. D'ailleurs, il y a des tafs. C'est horrible. La petite mention spéciale, c'est le maillot dont je parlais hier dans le live test que t'as gentiment, sur lequel t'as gentiment craché. C'est l'édition City de cette année de New Orleans. Après, je suis pas spécialement fan de New Orleans, c'est pas la question. Je trouve que l'assemblage de couleurs marche très bien, c'est une espèce de rappel au Mardi Gras, et aussi la typo et la manière dont le numéro et les deux chiffres sont un peu décalés en mode un peu bancal comme ça. Je trouve que ça a été bien pensé, ça a été bien vu. C'est les couleurs du Mardi Gras, ouais. C'est les couleurs du Mardi Gras. Oui, c'est vrai. C'est les couleurs du pour le maillot de New Orleans de City, c'est vrai que c'est couleur du Mardi Gras. Après, on n'aime pas, mais c'est vrai que là, pour le coup, il y a un vrai travail identitaire. C'est vrai que le City se comprend. Et je reviens 2 secondes sur ce qu'on disait avec Benoît, et j'ai oublié de parler de ça. Sur le travail des publicités, vous avez été nombreux à dire que Harley Davidson, ça vient du Wisconsin, donc c'est pour ça qu'ils ont choisi ça. Et moi, ce que j'aimerais, c'est souligner l'initiative du Jazz d'Utah, qui a choisi de mettre en lumière une association plutôt qu'un sponsor qui donne du pognon. Donc c'est plutôt cool. Alors on nous parle du maillot de 76ers, mais le problème c'est que je crois que c'est l'équipe qui a dû avoir le plus de maillots. Donc lequel, Celui avec les étoiles. Tu sais, celui avec la bande étoilée au milieu là. Oh là là, c'est infâme. Non, moi j'ai préféré celui de l'époque d'Iverson quand il était rookie. Celui-là était beau, ouais. En lisant les commentaires, là, c'est vrai qu'on a oublié un maillot. C'est vrai que c'est con, mais c'est le maillot des Seattle Sonics. Alors, pas forcément sur le comics Oops, parce que je pense que lui, il parle du maillot vraiment vintage, le vert et jaune simple, mais c'est celui des années 90, celui de la finale face à Jordan. Celui-là, c'est vrai qu'il est dans le temps des originalités des années 90. On aurait pu en parler, mais il y en a tellement, c'est la période dorée. C'est la période dorée, vraiment, les années 90 en termes de. En tout cas, en NBA, y a rien de mieux qui s'est fait, quoi. Carrément. Et est-ce que t'as des achats en tête, des trucs que t'aimerais avoir? Est-ce que j'ai des achats en tête? Est-ce que j'aimerais avoir un maillot tout le temps? Ouais, ben là, j'aimerais avoir le nouveau maillot Nike de Kyrie Irving, parce que j'ai pas de nouveau maillot Nike là, justement pour voir ce que ça vaut. Ouais. Après, en NHL, je suis pas très fan de ce qu'a fait Adidas là, avec les nouveaux maillots NHL. Et alvéolé ici là sur les épaules, j'aime pas trop. NFL, ben j'aimerais bien avoir celui des Steelers vu que je l'ai pas. Et sinon, non, j'ai appris à me détacher des maillots. Maintenant, je me concentre sur les chaussures. Je me suis mis à m'acheter des chaussures, c'est pas bon ça. Ça a coûté la tête, ouais. Du coup, j'ai délaissé le maillot, mais j'ai toujours des coups de cœur. Et toi, tu comptes acheter un maillot? Bah, j'avais, alors moi, il y a 2 trucs que je. Donc le maillot des Phoenix Coyotes que je montrais tout à l'heure, j'ai absolument envie de l'avoir. Ça devient une obsession. Tout ce qui est maillot de basket, comme je disais, je les porte pas très bien, donc je vais zapper sur le basket. Le maillot des Minnesota Wild que je montrais tout à l'heure, le dark, que j'aime beaucoup. Et il y en a un qui va être très compliqué à se trouver. Je vais vous le montrer. C'est, si vous connaissez un petit peu le baseball japonais, c'est le maillot des Hokkaido Nippon Ham Fighters. Qui est mon équipe préférée en ligue japonaise. J'aimerais beaucoup mettre la main dessus. Il va falloir le commander au Japon, quoi. C'est de là d'où vient Yu Darvish, si je ne dis pas de bêtises. C'est possible. C'est aussi de là d'où vient Shohei Ohtani qui arrive cette saison en Major League, qui va, j'espère, créer des vagues aux Los Angeles Angels. En tout cas, j'espère qu'il va réussir une transition confortable parce que il y a beaucoup d'enjeux pour lui, notamment en termes d'image. Mais ça devrait être intéressant à suivre. Mais du coup, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour du sujet. Si tu veux rajouter quelque chose, ou si vous avez des questions à nous poser, alors c'est peut-être pas forcément que sur les maillots, c'est des minutes libres. Vous êtes quand même de bons geeks. Ouais, on est quand même de bons geeks, ouais. Donc, tous
tout notre amour, je pense que, enfin, pour la plupart, on a tous le même âge, j'ai l'impression. Tous ceux qui suivent un petit peu notre live, on est tous nés à la fin des années 80 ou un peu plus avant. La période où on a découvert le sport, c'est les années 90, donc c'est ces maillots-là qui nous ont marqués. C'est la NBA des années 90, c'est la NHL des années 90. Et ça reste marquant dans nos goûts et ça reste marquant aussi dans ce que font les ligues, et essayer de revenir un petit peu vers une période rétro des uniformes, et les uniformes, c'est aussi notre premier en tant que spectateur, c'est la manière dont on se dont on fait pas qu'on se rapproche, mais j'arrive pas à trouver le mot, dont on projette. Ouais, et la manière dont on se connecte avec le sport, c'est visuellement, parce que c'est des trucs c'est le sport, ça se regarde, et c'est aussi ça se porte et ça marque notre appartenance, notre allégeance et l'identité et la communauté à laquelle on veut appartenir. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi important dans notre vie de fan de sport. Ce que je disais avec Benoît, pour moi, l'objet identitaire, l'objet de revendication, pour moi, c'est le maillot. Tout simplement, c'est quand tu vois un type avec un maillot dans la rue, tout le monde le regarde. C'est impossible que ton œil est attiré, tu te dis, bah t'avais lui, c'est un supporter de ça. Puis dans ta tête, ça va très vite après. C'est bien, c'est pas bien, tu les aimes, tu les aimes pas. C'est vraiment le maillot, pour moi, c'est... vous vous souvenez du maillot jacquard de Roanne Euroleague? Je crois que c'était une tentative un peu rocambolesque. Et un autre truc que j'ai oublié dans mes achats, un truc que je veux depuis des années et que j'ai toujours pas mis la main dessus, c'est le maillot du Glasgow Celtic. Donc rien à voir avec le sport américain, c'est soccer européen, mais j'ai toujours voulu un maillot du Glasgow Celtic. Et à une époque où j'allais beaucoup en Écosse, j'avais essayé de mettre la main dessus, mais voilà, c'était 200 livres ou plus, et j'avais pas l'argent à l'époque. Mais si vous voulez m'en envoyer un, si vous voulez me faire plaisir, soit le maillot des Phoenix Coyotes, soit le maillot du Glasgow Celtic. Voilà. En XS. Si vous voulez me faire un cadeau. Et un corps de lâche, c'est XS, c'est ça? En médium. Voilà, on va finir là-dessus. Le prochain épisode, on va pas dévoiler le thème tout de suite, parce que on va attendre de voir qui gagne le Super Bowl pour peut-être parler de ça. Donc on fera un petit live vite fait à venir pour annoncer le thème. Donc il sera probablement en rapport avec le vainqueur du Super Bowl. Bon, on approche bientôt des 2 heures, donc on va peut-être s'arrêter. Je ferai de l'élagage au montage. Merci à tous d'être passés et de continuer à apprécier ce qu'on fait. J'espère que tout le monde aime bien ce format et que aussi les gens vont sur YouTube pour voir la VOD si ça vous intéresse. Donc voilà. Merci à tous. On essaiera de faire plus court la prochaine fois, mais je garantis rien. Voilà. Et si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas, surtout, c'est même impératif, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Il y a les handles qui apparaissent sur les côtés, là, ici, là, sur le montage, ça sera mis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications quand une nouvelle vidéo sort. Lâchez des pouces bleus, des likes, c'est super la mode de dire ça. Mettez des ultra pouces dans les airs, ça fait plaisir, puis ça nous rapproche un petit peu plus de l'état de millionnaire. Bien sûr, c'est ce qu'on vise, hein. C'est uniquement pour ça. Bien sûr, pour le pognon. Bien sûr. C'est pour l'argent. Pas du tout pour partager notre passion. Nous, c'est le pognon. Nous, on est pognon concentré. Donc, du coup, voilà. On veut être YouTube famous. Voilà, c'est ça. YouTube money. Donc, du coup, nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, on vous dit à très bientôt. À très très bientôt.